Vous savez, beaucoup de gens sont actuellement convaincus que les comic books américains, et les histoires de Super Slip en particulier, ne sont qu'un long statu quo étiré qui ne change jamais vraiment, et qui ne connaît que quelques changements éphémères lors de grands comics événements conçus pour bousculer temporairement les choses. Je pense que ceci est clairement faux. Car si en effet, les changements amenés lors des events n'arrivent pas à s'inscrire dans le temps long, car conçus dans un délai relativement court et sur très peu de pages, il existe une façon de faire changer fortement ce soi-disant statu quo inexorable et inévitable. Un run, terme aussi utilisé dans le vocabulaire des séries télévisées, c'est le temps que va passer un ou plusieurs artistes sur un titre, leur donnant une identité et une direction. Chaque artiste qui passe sur un titre va laisser sa marque, que ce soit pour le meilleur ou bien parfois pour le pire. Même des histoires hors continuité et très peu mises en avant peuvent soudain expliquer la naissance du fils d'un des plus gros héros / poule aux œufs d'or d'un univers, comme l'existence du fils de Batman, Damian Wayne. Si une seule histoire peut laisser une telle marque, imaginez l'empreinte d'artistes qui peuvent rester des années à écrire la destinée du même personnage. Le run est la même du changement dans les comics, bien moins artificiel que les events, qui changent les choses dans l'urgence, là où le run prend le temps de poser ces changements, de les accompagner et de les rendre crédibles, les faisant durer dans le temps, là où l'event par définition est obligé de les inscrire dans un temps court, plus instable finalement. Et c'est pour cette raison, parce que les runs sont au cœur des grandes sagas fleuves des comics américains et la meilleure preuve de leur évolution, qui me semblait obligatoire de leur consacrer une émission. Seulement lire un run complet d'un auteur et l'analyser par rapport à l'évolution qu'il apporte, l'empreinte qu'il laisse dans le petit monde des comics, c'est bien plus long à faire que de faire une simple critique d'une histoire, comme Capot a pu vous en donner l'habitude. C'est pourquoi, quand j'ai lancé cette émission, je voulais consacrer tous les 10 numéros une émission plus longue à un run plutôt qu'une mini-série ou un arc ou une simple histoire comme d'habitude. D'ailleurs, tous ceux qui lisent les descriptions au bas des vidéos le savaient. Félicitations à vous trois. Voici votre non-prix, dans la pure tradition marvelienne. Et encore un terme qu'il va falloir que j'explique dans un coulisses des cases, tiens. Mais avant de me plonger dans des runs un peu anciens et hyper reconnus comme j'en meurs d'envie, il serait bon de s'exercer un peu et de poser les bails sur des runs un peu plus récents, voire même, osons le dire, plus courts. Plongeons dans la saga du surfeur d'argent telle que nous la conte Dan Slott et le couple Michael et le rat Alred. Mais du coup, de quel run du surfeur d'argent parler ? Après tout, le personnage en a connu une sacrée tripotée. Les premiers 18 numéros de Stan Lee, le run fragmenté de John Byrne, celui de Steve Englehart, de Jean-Marc de Mattéis, le retour de Stan Lee dans la ligne épique. Tellement de possibilités. Mais le tout dernier m'a grandement marqué, de par l'évolution qu'il fait subir au personnage, tout en le respectant à la lettre près. Bref, exactement la raison de la grosse explication que j'ai pu faire avant le générique. Et pourtant, si je parle de grosse évolution, ce run commence de façon plutôt commune, avec le surfeur dans l'espace qui sauve des êtres comme le héros qu'il est, et qui refuse d'être honoré, qui possède toujours la culpabilité des planètes qu'il a signalées à son maître Galactus, destructeur des mondes, afin qu'il se nourrisse. Un héros qui fait le bien par pénitence, parce qu'il ne pense pas qu'il pourrait jamais être lavé de tous ses péchés des centaines de milliards de morts dont il est en partie responsable. Comme le surfeur le dit lui-même, il n'y a pas d'absolution pour un ancien héros de Galactus. Jusqu'ici, cette situation est ce qu'on pourrait appeler l'état premier du surfeur, celui auquel il revient régulièrement. Mais encore une fois, jamais dans la répétition, mais dans l'évolution. Il est loin le temps où le surfeur ne pouvait quitter la planète Terre à cause de la malédiction de Galactus. Il sillonne désormais les galaxies et a su petit à petit se faire une place dans les êtres cosmiques bienveillants. Tout en revenant de temps en temps sur la planète bleue faire partie d'une équipe comme les Défenseurs avec Hulk, Namor ou encore le Docteur Strange. Ou bien juste nous défendre contre des dangers cosmiques dont son ancien maître fait partie. D'ailleurs, dans l'histoire qui nous intéresse, malgré la méfiance qu'impose son ancien statut de serviteur de Galactus, il est tout de même appelé par Zed, le maître de l'Impericon, une cité où l'improbable est le plus commun des possibles, et dont le design ne peut que nous faire penser à une création du grand dessinateur Jack Kirby, inventeur du surfeur d'argent. Mais si le surfeur accepte de protéger la cité, ce n'est pas assez pour Zed, qui va aussi prendre en otage la personne qui compte le plus pour le surfeur, une certaine terrienne du nom de Don Greenwood. Seul problème, le surfeur ne connaît absolument pas cette personne. Ça marche bof-bof comme moyen de pression. Enfin,
Si le surfeur ne connaît pas cette personne, ce n'est pas le cas du lecteur, qui a pu assister à des bouts de sa vie depuis le début du premier numéro, et notamment au fait qu'elle ait assisté dans son enfance à la première entrée dans notre atmosphère du surfeur, pensant qu'il ne s'agissait que d'une simple comète. Si Z va jusqu'à des extrémités comme l'utilisation d'otages, c'est parce que sa cité, l'Impericon, est menacée par un être cosmique. La personnification des possibilités, la reine du pourrait être compagne de l'éternité actuelle. L'on apprend que si l'Impericon est capable de repousser les limites de l'impossible, c'est parce que sa source d'énergie est le cœur de cette reine des futurs probables. Et le surfeur va faire la chose noble et tenter de sauver celle à qui l'on a volé le cœur. Bon, et puis aussi ça permet de rentrer dans les petits papiers d'éternité, c'est un petit plus dans la vie. C'est ainsi que finalement, il se retrouve à collaborer avec la terrienne enlevée, Dawn Greenwood, et ces derniers vont sauver la reine des possibles, détruisant au passage l'Impericon, incapable de tenir en place sans sa source d'énergie. Et le surfeur va donc raccompagner l'humaine chez elle. Signons ici la fin du premier arc. Un petit mot sur les créateurs ici, avant de reprendre le récit. Le scénariste est Dan Slott, que vous connaissez sans doute pour son travail sur Spider-Man depuis pas mal de temps, mais qui a aussi œuvré sur beaucoup de titres plus légers et humoristiques, comme She-Hulk, Les Vengeurs des Grands Lacs, ou encore à ses débuts du Ren and Stimpy. Le dessinateur, lui, est Michael Allred, un créateur indépendant au style très reconnaissable, très typé pop art et qui excelle aussi dans les histoires optimistes et avec un sens de l'émerveillement assez prononcé. Il collabore ici avec sa femme, Laura Allred, qui ancre ses dessins comme dans d'autres séries du couple, comme Madman, Hit Girl on the Atomics et quelques autres. En gros, on prend un personnage qui est connu comme le mec le plus dépressif de l'espace, dont la caricature est de se lamenter sans cesse pour en donner une version racontée par des gens spécialisés dans des histoires plus optimistes. Il est clair que le personnage du surfeur va évoluer. Le changement est d'ailleurs déjà visible. Le surfeur, bien que toujours empreint de noblesse, est un peu moins dépressif qu'auparavant. Une conséquence des histoires précédentes du personnage. Évolution, tout ça. Mais dès les premiers échanges avec la terrienne Dawn, on sent bien qu'on est dans un titre qui veut faire évoluer le surfeur tout en le respectant. Comment on peut parler dans l'espace ? Pouvoir cosmique. Et comment je peux respirer dans l'espace ? Pouvoir cosmique. Et je ne meurs pas froid parce que... Pouvoir cosmique. C'est très pratique. C'est le pouvoir cosmique. De même, comme le surfeur parle de façon grandiloquente, en appelant sa planche de la façon suivante « À moi, ma planche !» Dawn va croire que la planche a un nom et s'appelle « À moi » ou « To me » dans la langue de Zupak. Ici, on montre une incompréhension entre deux modes de vie, mais pas une incompréhension antagoniste qui pousserait chacun à se méfier de l'autre, mais plutôt une incompréhension qui montre l'écart entre les personnages et pourtant, déjà, leur capacité à être proches l'un de l'autre. C'est aussi un jeu avec le lecteur qui bien sûr a des chances de connaître tout cela, notamment la façon qu'a le surfeur d'appeler sa planche, et une façon de jouer avec respect sur des éléments iconiques du personnage. Un peu comme toutes les variantes pour dire « mais c'est plus grand à l'intérieur » que l'on peut retrouver dans Doctor Who. Et je vais garder l'idée de Doctor Who pour plus tard, on va les réutiliser. Allez, hop, dans ma poche. Ça chatouille un peu. On se doute que cela ne va pas être de tourpeau, puisque ce nouvel arc s'ouvre sur Hulk et le Docteur Strange, des anciens compagnons du surfeur de l'équipe des Defenders, qui sont occupés à tabasser des monstres grisâtres. Et en plus, toutes les planètes du système solaire sont alignées. Ça, généralement, c'est plutôt mauvais signe. Je ne vais pas vous spoiler non plus toute l'histoire, cela n'est pas mon but. Si la présentation du premier arc dans son intégralité était nécessaire car elle présentait les enjeux du run, je compte vous laisser au moins la surprise des détails de l'intrigue. Ça c'est juste que cette aventure va cimenter le lien entre Dawn Greenwood et le surfeur. Ce dernier d'ailleurs va découvrir la vie de la jeune femme, hôtelière dans un petit village du bord de mer, qui assiste son père dans la bonne marche de l'auberge, avec sa sœur qui fait le tour du monde en permanence pour ne pas rester bloqué dans ce petit village toute sa vie, et les habitués de l'auberge, comme Monsieur Rappaport, qui revient chaque année. C'est l'occasion de voir le surfeur se mêler à la vie quotidienne des terriens, sans s'en plaindre continuellement, comme cela a souvent été le cas lors d'autres histoires, où le surfeur était en permanence frustré de ses mondanités. Ici on a encore une fois un feeling un peu Doctor Who, et plus précisément un feeling des saisons 1 et 2 de la nouvelle série, là où le docteur accepte de rester dans la famille de la personne qui l'accompagne actuellement, parfois à contre-cœur, mais on sent qu'il faut pas que ça dure trop longtemps. Mais il fait des efforts, et parfois même apprécie ces passages. Bon, je vais continuer à garder ma métaphore Doctor Who, donc allez, faut rentrer dans la poche, petit Tardis. Allez, m'oblige pas à faire la grosse voix. Voilà. Bonne métaphore.
À partir de là, on a les ingrédients principaux du run de Slott et Allred. On assiste à des aventures intergalactiques, imaginatives et un peu excentriques, parfois, tout en continuant à approfondir la relation entre Norrin Radd, alias le surfeur d'argent, et Dawn Greenwood, alias la personne la plus importante à ses yeux. Un run qui va même proposer une histoire en version numérique et réintégrée dans certains traits de paperback, et qui n'est pas si mauvaise et s'intègre parfaitement au thème de ce run, et qui commence à mettre en place que la réputation du surfeur n'est pas partout dans l'univers, celle de ce personnage noble que nous aimons, et que son temps passé en tant que héros de Galactus n'est pas encore derrière lui dans la tête de beaucoup de gens dans la galaxie. Nous ne sommes pas ici dans Star Wars et on ne peut pas repasser du côté lumineux simplement en jetant l'empereur dans une fosse après avoir tyrannisé la galaxie pendant des décennies. D'ailleurs, comme le monde est bien fait de temps en temps, ce sera justement le thème des prochains numéros de la série. Son passé en tant que héros de Galactus, un passé qui n'a jusqu'ici pas vraiment révélé à Dawn, qui reste encore assez naïve dans son idéal de chevalier en armure étincelante. Que le surfeur, pour des raisons évidentes, représente à merveille. Et ceci bien que le surfeur ait des côtés assez aliens dans ses réactions, comme par exemple le fait d'enlever les amygdales alors que celles-ci commencent tout juste à la faire souffrir, sans demander l'autorisation au préalable. Ça amène quelques frictions, tout comme au départ le fait pour le surfeur de s'arrêter régulièrement pour des considérations aussi bassement humaines que d'aller aux toilettes ou manger de façon régulière. Mais les deux s'en accommodent, on voit leur relation s'agrandir encore, et le surfeur lui laisser un anneau fait de morceaux de lui. Et c'est là que l'idéal amoureux pourrait grandir entre les deux. Mais si vous avez déjà vu au moins une seule comédie romantique dans votre vie, vous savez que c'est le moment pour le malentendu qui va compliquer la relation entre les deux tourtereaux avant de les réunir dans une embrassade quelques minutes avant la fin du film, qui vous montre combien ils sont heureux ensemble et blablabli blablablou blou blou blou. Ici, le malentendu, il est assez énorme. Comac. Il s'agit du passé du surfeur au service de Galactus, le dévoreur des mondes, et elle va la prendre de façon assez moche, en tombant sur une planète qui réunit bon nombre de survivants des mondes dévorés par Galactus et qui tente de se souvenir de la culture de chacun de ses membres pour la faire survivre. Autant vous dire que quand le surfeur débarque, c'est pas la fête. Surtout que cette planète, que ses habitants avaient réussi à cacher aux yeux du reste de l'univers, est désormais parfaitement retrouvable en suivant les traces d'énergie bien spécifiques du surfeur. Et devinez qui se ramène? Parfaitement! Galactus en personne. Et là on a le droit à quelques très bons moments, encore meilleurs que ceux à quoi on avait droit avant. C'est pas la première fois que le surfeur se bat contre Galactus, loin de là, c'est même littéralement une des premières choses que l'on a vu faire dès sa première apparition dans la Galactus trilogie, au tout début de l'univers Marvel dans les histoires des 4 Fantastiques. Mais là on y va fort, très fort. Le surfeur envoie une lune sur Galactus en surfant dessus avec un effet de levier propulsé par sa planche et son pouvoir cosmique. Et autant vous dire que ces numéros sont bien denses et tragiques. Dawn n'en sortira pas indemne, surtout au point de vue psychologique. Elle ne fait plus confiance au surfeur. Le surfeur, de son côté, se retrouve avec un nouveau fardeau à porter, à savoir trouver une nouvelle planète pour les survivants, des planètes qu'il a aidé à détruire. Et Galactus lui a de nouveau détruit l'habitat de tous ces gens. Au début, j'ai parlé d'une série optimiste et rigolote, non? Eh ben, optimiste et rigolote, la série ne va clairement pas leur devenir tout de suite. Le prochain numéro est un exercice de style total sur les possibilités du médium de la bande dessinée, avec l'idée de boucle temporelle et que chaque axe temporel soit représenté soit par une colonne haute, soit par une colonne basse sur l'histoire, laissant le reste blanc, avec des moments où les deux s'entrecroisent. Et puis, enfin, on a le droit au retour à une page complète quand le surfeur réussit à s'en sortir. Un numéro extraordinairement bien ficelé que je conseille à tout le monde. Le désespoir de cette colonie et la boucle infinie de cette histoire y est représenté avec une force incroyable et l'utilisation des possibilités uniques de la bande dessinée y est utilisée avec un très grand soin. L'arc suivant nous présente une planète appelée Paradis, une planète vivante ressentant les sentiments des êtres vivants, et qui va chercher à contenter chacun d'entre eux. Et c'est sur cette planète que Dawn Greenwood, devenue bien plus mature, va finir de pardonner au surfeur et que la vraie relation amoureuse entre les deux va commencer. Le surfeur n'est pas quelqu'un de totalement étranger aux relations amoureuses. Au contraire, il est même plutôt défini par celle-ci. Son amour pour son ancienne fiancée sur Zenla, sa planète d'origine, ne s'est jamais tout à fait éteinte. Et beaucoup de ses lamentations dans l'espace avaient pour thème « Oh, qu'est-ce que la ravissante Chalabal me manque !» Connaîtra aussi diverses relations amoureuses sous sa forme de surfeur d'argent, comme avec Alicia Masters, femme aveugle et fille d'un super vilain, le maître des maléfices. Alicia Masters qui est également sortie avec la chose. Chose à rappeler. Et on n'oubliera pas aussi de mentionner Mantis et quelques autres.
Bref, le surfeur n'est pas le dernier à badiner, mais ici c'est la planète qui les force à être ensemble, contrôlant leurs esprits et lisant leurs envies profondes. Les deux résistent du mieux qu'ils peuvent, sentant clairement que quelque chose ne va pas, et le sortilège pourra être rompu au bout d'un moment, poussant la planète à respecter le libre arbitre de chacun. C'est alors que le surfeur repart avec Dawn, libéré du fardeau de la planète à trouver pour les survivants, et les deux s'embrassent alors, libres de toute influence extérieure, tout simplement car c'est ce qu'ils désirent faire. Et par la tête de Galactus, c'est beau, bordel. Et c'est là que les ingérences éditoriales commencent, car oui, on en est à ce moment où l'éditeur Marvel attendait encore une fois de faire un retcon de son univers, c'est-à-dire d'en changer certains aspects tout en conservant sa continuité avec l'event Secret Wars de 2015. Alors que les amoureux profitent de rentrer sur la Terre par le long chemin. Oui, je sais, encore une référence à Doctor Who, mais je vais pas toutes les citer non plus, bon sang. Réapparaît alors la reine des futurs possibles, en train de disparaître. Crions aux surfeurs de s'enfuir, car il n'y a plus de futur possible. S'il n'y a plus de futur, un seul endroit est disponible. Le passé. La Terre se détruit sous leurs yeux, ainsi que le reste de la création, et alors qu'ils atteignent le bout de l'univers et qu'eux-mêmes vont mourir, apparaissent des versions futures d'eux-mêmes, au look clairement différent, et qui leur indiquent une faille par laquelle ils peuvent s'échapper. Le surfeur et Dawn se retrouvent donc en dehors de l'univers, dans un plan de non-existence, et Éternité, l'incarnation de tout ce qui est, a désormais le masque de Fatalis. Bref, l'event de 2015 Secret Wars vient d'avoir lieu, et tout a été détruit sauf quelques bouts du multivers maintenus ensemble par la volonté du docteur Fatalis. Et si l'on pourrait craindre, comme souvent, que l'arrivée d'un event dans une série ne fasse du mal à la dite série, eh bien ici, on a le droit à ce qui pourrait être une vraie conclusion pour celle-ci. Bien meilleure que la conclusion que Bendis a pu écrire pour l'univers Ultimate par exemple. Sérieusement, on parle ici de tenter de recréer un univers semblable à l'ancien, et de faire le choix de savoir si ce nouvel univers doit pouvoir survivre une fois libéré de l'emprise de Fatalis. Oui, le retour de l'univers normal à la fin de Secret Wars vient aussi du titre Surfeur d'Argent. Oui, un titre tie-in à Secret Wars version 2015, qui a vraiment une incidence sur la série principale, tandis que tous les autres se contentent généralement de nous proposer des récits assez éloignés. Étonnant, non ? Surtout qu'on y book certaines des histoires laissées en suspens, comme la reine des futurs à venir, le sort du maître de l'Hypericon et d'autres choses. Mélanger l'histoire de sa série et l'event à venir de façon aussi fluide est plutôt impressionnant, et le run aurait pu s'arrêter là, avec la série qui est obligée de s'arrêter parce que Marvel a décidé, comme très souvent maintenant, de repartir sur des numéros 1. Mais ce n'est pas le cas puisque la série repart, sous le nom de All New Silver Surfer, pour 14 numéros supplémentaires, toujours dans la même continuité. Donc c'est vrai que pour du All New, mais bon, c'est le cas de beaucoup de séries. La série repart sur le contexte du surfeur, qui est toujours accompagné de Dawn, et qui est clairement en couple avec elle. Ça se voit à plein de petits détails subtils, comme la position des mains, sans jamais verser dans la romance à tout va, ce qui rend le tout étonnamment subtil et digeste pour le genre super-héroïque, qui a toujours du mal avec tout ce qui touche aux sentiments amoureux en général. Les deux rendent visite à la famille de Dawn sur Terre, quand tout ce qui est artistique s'échappe de leur support. Les films, livres, décorations, tableaux, la musique même s'échappent et volent dans les airs vers l'espace. Notons au passage que le couple Allred en profite pour parler de leur titre principal, Madman, un titre qui mérite qu'on s'y attarde. Il se trouve que des aliens se sont emparés de tout l'art du monde pour pouvoir se transformer en tous les personnages de fiction possibles, et ainsi profiter de leur pouvoir de connaissance. Ainsi, le surfeur se retrouve à combattre Léon, le Docteur, Harry Potter, Ripley, Robocop, Tintin, Robin des Bois, Sherlock Holmes et tant d'autres, et il y en a plus de 150 que tu peux attraper. Bref, tout le but de cet arc est de remettre le surfeur dans un contexte qu'il a un peu tendance à oublier, à savoir qu'il est aussi un citoyen de la Terre. Il y est quand même resté un bon paquet d'années. C'est ainsi que dans la suite de tout cela, le surfeur va retrouver d'autres terriens qu'il connaît bien, comme La Chose, son ancienne petite amie commune Alicia Masters, et une bonne portion de tous les super-héros du moment. Le surfeur va même devoir choisir définitivement entre son monde d'origine, Zenla, et son ancien amour Shadowball, et son nouveau monde, la Terre, et sa compagne actuelle, Dawn Greenwood. Tous les héros du monde vont se battre pour lui et tous les États l'accepter. Un changement que je pourrais, et même je vais, bon sang, qualifier de révolutionnaire. Les histoires du surfeur sur notre petite planète bleue étaient à 90% des histoires d'incompréhension et de rejet du surfeur par tous les habitants. Et surtout, dans l'affaire, pour sauver la culture humaine, le surfeur a dû détruire la culture de sa planète natale, Zenla. Ce qui touche aussi les anciens comics du surfeur. C'est pourquoi un jeune garçon lui fait des reproches d'ailleurs. C'est bien les jeunes garçons qui lisent les vieux comics. D'ailleurs, c'est bien le seul qui lui fait des reproches, puisque tout le monde l'aime. Grosse différence, hein.
Mais le surfeur se demande, lui, surtout où sont passés certains de ses amis proches, puisque le Baxter Building n'appartient plus aux 4 Fantastiques, mais à un certain Peter Parker, totalement inconnu au bataillon. Et de même, apprendre la mort du gardien Uatu font un sacré coup au moral du surfeur. Faut dire aussi que c'était une des rares constantes dans sa vie. On assiste encore à quelques histoires sur Terre, comme le fait de retrouver la mère de Don, qui a abandonné sa famille voilà 30 ans, ou encore une histoire de parasite alien. Une façon un peu faible de fêter le 200e numéro du Surfer, toutes séries confondues, mais célébré par un Eisner Award, l'une des récompenses les plus prestigieuses du petit monde du comics. Un titre plus que mérité pour le numéro 11 du titre, celui qui nous présentait la courbure du temps. Mais vous savez quoi ? Le temps des réjouissances n'est plus. Nous nous approchons de la fin, alors que nos deux héros repartent dans l'espace. Un dernier arc qui, chose rare dans les comics, verra une conclusion, et une conclusion plus que satisfaisante à cette épopée, qui met fin aux quelques petits points restants dans l'histoire, comme les doubles du futur par exemple. Je ne peux pas vous en dire plus sans vous gâcher la surprise de lire l'une des fins les plus intéressantes de ces dernières années. Mais tout cela vaut vraiment le déplacement, et a une touche encore une fois très Kirby à certains moments. Néanmoins, je vais en profiter pour vous reparler de la comparaison avec Doctor Who, que j'ai gardé tout au long de cette longue vidéo. Oui, le feeling de cette série est extrêmement Doctor Who dans l'esprit. Après tout, on ne parle ici que d'un alien qui voyage à travers le temps et l'espace, a un faible pour la planète Terre, a un passé qui le pousse à faire le bien et se balade avec une compagne humaine. En fait, pour être encore plus précis, c'est la saison 2 de Doctor Who et la relation entre le 10e Docteur et Rose, faite proprement. Déjà, on évite le coup des amoureux séparés dans des univers parallèles, même si les auteurs jouent avec cette idée d'une mauvaise fin pendant plusieurs numéros, jouant avec nos affects d'une main de maître. Et surtout, on propose vraiment une relation pour le personnage, pas seulement une romance platonique qui hurle que Platon aille se faire foutre. Quelque chose qui est infiniment plus appréciable. La série est une des meilleures que Marvel ait pu proposer ces dernières années. Un style singulier amené par le couple Allred, habitué à la scène indépendante. Une intrigue originale pour le surfeur, même si elle fait diablement penser à celle d'autres œuvres de fiction. D'excellents moments qui font mouche, une évolution du personnage qui reste dans le respect de son être. Après tout, seuls quelques curseurs de son origin story sont augmentés. Il est encore plus éloigné de son monde d'origine, et encore plus rapproché de la Terre. Une série qui rend hommage à l'un des personnages de la Marvel les plus originaux et qui se permet d'être une excellente lecture pour tout à chacun, peu importe son niveau de connaissance de l'univers Marvel. Un run qui mérite que l'on s'en souvienne, et plutôt 2 fois qu'une, ou même 4 fois, mais j'ai pas assez de bras pour tous les amener. Et je vous encourage à le lire, dès que vous pouvez. Et donc, maintenant que cette grosse vidéo est sortie, on va bientôt pouvoir reprendre les capots maintenant, non ? Bientôt le dernier acte d'une trilogie. Après le Lobo Paramilitary Christmas et le crossover Lobo The Authority, il est temps de boucler la boucle. À bientôt.